Madame la sénatrice, mon cher Gérard Le Seul, qui avait accepté aimablement de participer à ce webinaire d'actualité en tant que parlementaire concerné par ces questions, sachant que nous invitons toujours deux experts importants à chacun de ces webinaires. Merci beaucoup d'avoir alloué du temps qui est lourd, même un vendredi. Je pense au Sénat aujourd'hui fort occupé, et donc d'allouer du temps à venir réagir à ce qui se passe, donner votre avis, votre expertise sur les dossiers en cours et à venir. Et donc, nous allons vous écouter avec grand intérêt. Je rappelle que je ne fais pas une revue de presse au début, mais nous faisons un choix dans l'actualité de points de tendance qu'on considère comme importants, qui vont avoir des effets dans le futur, et donc qu'on veut signaler et commenter pour nourrir la réflexion des professionnels. Voilà, en termes de méthode. Alors, si je résume en ce mois de mars et versus ce que nous avons déjà vu depuis le début de l'année, on a aujourd'hui un contexte qui change pas d'un mois à l'autre, mais dans lequel les très grosses tendances se manifestent à nouveau. Bon, je trouve qu'on a eu la décision très importante des Nations Unies sur la haute mer, qui est pour une fois une décision positive, réconfortante d'un point de vue géopolitique, alors que ce contexte géopolitique ramène chacun sur son précaré aujourd'hui. On voit des États-Unis où il y a un débat très fort, j'y reviendrai, contre la RSE au sens de l'ESG, puisque le Sénat américain a voté une loi qui devrait susciter le veto du président, mais une loi qui quand même interdit aux investisseurs d'obliger les entreprises à recourir à ces mesures largement pro-climatiques. Bon, et que nous sommes occupés par des sujets des sujets systémiques qui prennent de plus en plus d'importance. La question de l'eau chez nous, des sols, on sort du salon de l'agriculture, j'y reviendrai, la question de la forêt avec le sommet de Libreville et beaucoup d'autres choses. J'ai cité emballage parce que la Commission européenne termine la circulaire sur la circularité, enfin le règlement, ça va être une directive sur la circularité, etc. Voilà. Alors, dans ce domaine, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a un monde de l'entreprise qui s'est manifesté ces derniers temps à travers la publication des résultats par une situation de prospérité que certains diront insolente, qui se traduit beaucoup par des rachats d'actions ou des augmentations de prix, etc. Et on peut se demander dans ce contexte si les entreprises ne se mettent pas un peu à côté de ces problèmes du monde, et c'est une question qui se pose. Alors, je traiterai rapidement 4 points, je citerai 4 points retenus. Un, on voit bien que sans d'avoir besoin maintenant d'insister trop, la sobriété, elle est en marche, elle se fait. Je vais revenir dessus. Deux, on a eu une décision assez étonnante, non pas sur le fond, très bienvenue sur le fond, la révision des principes de l'OCDE votée en réunion des gouvernements en février, mais une absence de débat total sur ces principes, et dont Gérard les connaît, sont quand même importants. Ce sont des principes importants. Bon, pas de débat là-dessus. Deux, sur la question du nucléaire, qui est aussi très préoccupante et très centrale, il y a eu un arrêt du débat décidé par la CNDP là-dessus. On peut broder un peu autour de ça sur le fait qu'il y a une problématique débat public qui n'avance pas bien. Et puis le projet Industrie verte, qui est très, très important pour soutenir tout l'investissement dans la durabilité. Voilà. Donc, sur ces sujets-là, je dirais que attirer l'attention sur le fait que, peu importe les débats sur croissance, décroissance, etc., fondamentalement, du reste, on voit que la pression des ressources étant ce qu'elle est, eh bien, elle s'impose inéluctablement et il vaudrait mieux l'organiser. Bon. Alors, certes, ils sont mal vécus par ceux qui en souffrent le plus, ça c'est sûr, et il faut que les adaptations se fassent derrière, soit par les dépenses, par les politiques publiques, soit par les comportements. Je voudrais citer donc ce qui s'est passé sur donc ce qui est intéressant dans le débat de Libreville,
c'est que là, on a franchi une petite étape sur la rémunération des puits de carbone et sur le fait qu'il faut trouver un mécanisme dans ce domaine de rémunération des services des écosystèmes. C'est bien de le dire. Comment on va le faire? Là, pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de mécanismes aujourd'hui consensuels et ça va être compliqué de dire, notamment aux pays, alors je pense à l'Afrique, vous ne devez plus exploiter la forêt, mais on va plus, nous, importer de bois, éventuellement des forêts primaires, mais on va vous payer pour la protéger. Bon, à un moment où nous sommes quand même dans des processus où on reste quand même très, très consommateur de ces ressources. Voilà. Alors, il y a eu sur les phytosanitaires, je trouve c'est intéressant justement la déclaration de la Première ministre sur le fait de dire allez, on va changer de politique, on va essayer de trouver des alternatives, on va mettre la recherche en avant. Donc, on ne va pas se contenter de piloter par l'interdiction, ce qui est un peu primaire. Bon. Deux, sur les zones à faible émission, là, on voit et les deux parlementaires présents ici donneront un avis ancré sur les territoires, que là, socialement, ça pose des difficultés. C'est l'éternel dilemme dans le durable entre l'application pour ceux qui en pâtissent et une réglementation qui doit avancer au nom des grands principes. La question sur les polluants éternels est intéressante parce que la chimie mène aujourd'hui un lobbying qui nous rappelle REACH et qui n'est pas extrêmement proactif en faveur de la non-toxicité. On peut se poser des questions là-dessus. Voilà. À noter sur ces questions que, au-delà j'ai cité le débat sur l'eau parce qu'on voit bien qu'on va vers un rationnement quasiment inéluctable dans la décennie, et si ça continue ainsi, avec des modifications de comportements qui vont être imposés à tous, et que parallèlement, le prix du carbone, il a dépassé très largement ces dernières 15 jours les 100 € la tonne, et ça, c'est quelque chose qui est très significatif, si on tarde trop à imposer l'inclusion du prix du carbone avec ces prix-là, je ne sais pas quand est-ce qu'on le fera, mais c'est un signal prix important. Alors, j'avance un peu rapidement sur les accords de l'OCDE, c'est un des textes majeurs qui régule la RSE depuis les années 80. Il a été révisé en 2010, et là, toc, à la session de février, il a été décidé de réviser les principes, mais en dehors des mécanismes intégrés à l'OCDE, pas de concertation avec les professionnels, il n'y a rien eu, qu'en France, on n'a rien vu, alors que le texte, qui est un excellent texte, veut accentuer la responsabilité sur le numérique, sur la chaîne de valeur, pas se trouver court-circuité par la directive sur le devoir de vigilance, directive européenne, et veut compter un peu plus dans ce domaine où le CDE s'est pas mal impliqué, mais ça pose le problème des points de contact qui en France existent, mais n'ont jamais été réformés, et quand vous parlez de les réformer ou de leur donner plus d'efficacité, la direction du Trésor qui pilote ça, en général, répond « tout va bien ». Bon, donc moi, je l'assume, je donne mon opinion, mais je trouve que la manière dont ce texte est pris par les autorités alors qu'elles ont signé un accord international qui les oblige à l'appliquer, à le faire appliquer par les entreprises, je trouve que c'est une manière un peu faiblarde de prendre ce texte comme ça et de ne pas faire le boulot de concertation et d'éducation sur le mécanisme qui était éminemment intéressant. Pour avancer sur aussi une interrogation française quand même, c'est le débat public sur le nucléaire qui s'est pas bien passé. La CNDP a dit j'arrête ceci. Il y a des débats très profonds autour de la CNDP aujourd'hui, avec d'ailleurs nécessairement depuis plus de 20 ans que la CNDP avance avec quelques réussites sur des débats particuliers, mais beaucoup d'échecs de méthode ici et là. On voit bien qu'en France, on n'a pas réussi. Le Conseil d'État avait dit faites plus de débats d'opportunité que des débats simplement d'information. Eh bien, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Et il y a une profonde insatisfaction sur la manière dont ces débats sont conduits, et c'est quand même très, très problématique parce que sur des très grands sujets, un très grand sujet de la société, d'évolution, eh bien, on voit bien que la méthode d'organisation du débat public confiée à une autorité administrative, du reste, elle pose problème. Là, on n'a pas trouvé les solutions.
propositions. Il y a beaucoup de critiques, plus de critiques que de propositions. Et donc, il faut le voir, on ne fera pas du développement durable si on ne règle pas cette question du débat public un peu mieux, qui concerne aussi les entreprises dans leur rapport avec leurs parties prenantes. Alors, je termine sur le projet de loi Industrie verte qui est en cours, notamment parce que bon, le ministre s'est exprimé il y a 2 jours sur cette question. On voit bien que ça va passer essentiellement par un produit d'épargne. Du reste, je pose la question, les parlementaires auront un avis, comment ça va s'articuler avec la réforme du label ISR, parce que bon, si on multiplie les produits d'épargne durable, est-ce que le public comprendra? Et on voit bien que face aux États-Unis qui sont en train là, de mettre le paquet sur cette industrie innovante dans le domaine de l'ensemble des problèmes écologiques et de l'innovation face aux questions climatiques notamment, eh bien là, on a beaucoup de sujets qui doivent mobiliser nos acteurs. Ce n'est pas qu'une question de financement. C'est tout un accompagnement d'ensemble. Alors, c'est très important parce que le durable, c'est une économie, c'est une nouvelle économie. Alors, est-ce qu'on ne parle que planification ou au contraire, on va contracter on voit bien que le bilan de la loi Egalim, qui a été une des premières façons de poser les rapports entre les parties dans ce domaine, a des bons côtés, des moins bons côtés. Donc, tout ça, ça pose plein de questions. C'est extrêmement intéressant et il faut hisser probablement le niveau de nos capacités collectives à traiter ces questions d'investissement et de transformation qui mettent les entreprises pas simplement en acteurs de marché, mais en acteurs de coopération autour de ça. Comment les entreprises vont pouvoir rentrer aussi en partenaire des politiques publiques dans ce domaine. Là, c'est vraiment le cœur de la RSE qui est en cause. Voilà. Donc, ça, c'est des sujets dont on aura l'occasion de reparler et je voudrais terminer sur un peu un élément un peu de conclusion. Donc, on a une pression des enjeux qui aujourd'hui, en fait, fait l'évolution des choses. On voit bien que dans beaucoup de cas, moi j'étais assez étonné de voir que le schéma régional développement durable des Hauts-de-France avait été annulé parce qu'ils n'avaient pas fait assez de place aux éoliennes, qu'on voit les conséquences dans de la filière betterave, un peu de mesures un peu drastiques, ou dans d'autres domaines aussi, que la capacité française, alors le débat sur les retraites, Madame Berthet, est encore plus significatif là-dessus, mais que ce débat a du mal à se nouer dans des donnant-donnant, dans des relations de coopération, et on ne peut pas faire du développement durable hors dehors de cet esprit de partage un peu des avantages et des inconvénients. Et ça, c'est un élément que je trouve pas assez présent. Et du reste, la façon dont la RSE évolue aujourd'hui, c'est aussi problématique de ce côté-là. Elle est un peu trop dans il faut et pas dans qu'est-ce qu'on fait ensemble. Voilà. Donc ça, ce sont des sujets très intéressants qui concernent aujourd'hui largement le monde agricole dans sa mutation, le monde industriel confronté à là aussi aux questions de l'énergie, de la science, le monde politique. Et donc, moi, je pense que les questions de RSE sont, on le voit bien à travers toute cette actualité, tant confrontées à des questions de mesures opérationnelles qu'à des questions de philosophie politique qui, aujourd'hui, ne sont pas calées dans la tête des acteurs. Et c'est un problème qu'il faudra résoudre. On ne fera pas le durable contre les gens, sans les gens. Comment on va arriver à le faire un peu ensemble? Voilà. Je me permets donc d'alimenter l'actualité à travers ces éléments pour vous faire réagir. Et je voudrais donc maintenant, je vais arrêter le partage, peut-être annoncer quand même, pour vous présenter et pour passer la parole à nos experts. Alors, je vais remettre peut-être le document
pour présenter d'abord Madame Berthet, sénatrice, qui travaille sur ces questions depuis pas mal de temps, puisque vous avez, Madame, publié déjà 2 rapports sur la question de la RSE dans le cadre de la délégation du Sénat aux entreprises, et vous avez là-dessus non seulement fait un état des lieux et des propositions, donc c'est pour nous éminemment intéressant tous les professionnels de la communauté RSE qui sont là, de vous entendre, si vous voulez bien, sur votre vision des choses, tant aujourd'hui que pour demain. Et vraiment, je vous sais gré d'accepter ce dialogue avec nous. Donc, Madame, je vous passe la parole et dans le temps qui nous est imparti, dites-nous comment vous voyez ceci et on posera quelques questions supplémentaires après l'exposé de Gérard Le Seul, qui, en tant que député, donnera de son point de vue aussi l'analyse sur la situation. Merci, Madame, je vous passe la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette conférence, on va dire, je pense, qui effectivement permet peut-être de faire un point d'étape. Donc, comme vous le disiez, le Sénat a déjà beaucoup travaillé sur le sujet avec 2 rapports depuis 2020 et c'est un sujet que nous continuons à suivre, hein, qui est un peu un fil conducteur pour nous, puisque vraiment d'importance, nous travaillons au sein de la délégation aux entreprises, surtout en direction des TPE, PME et ETI, et on voit bien que si différentes lois successives depuis 2001 sont intervenues pour mettre des choses en place petit à petit sur ces sujets RSE, reporting extra-financier pour les grandes entreprises. On voit bien que petit à petit, cela s'impose aux ETI et aux TPE-PME parce qu'elles sont de toute façon sous-traitantes, parce que aussi l'Europe petit à petit réduit la taille des entreprises concernées par les mesures qui sont mises en place. Alors, en France, donc, effectivement, comme je le disais, il y a eu ces lois successives, mais surtout ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a eu tout de même, alors déjà, des lois qui ont, une production normative intense à la fois au niveau national, mais aussi européen, qui fait que les entreprises ne s'y retrouvent plus vraiment et qu'il y a vraiment un questionnement de la part, comme je le disais, des ETI et des PME qui sont sous-traitantes et une grosse inquiétude. Alors, la RSE si ce sujet avait bien avancé, on voit bien que avec la crise sanitaire, avec les difficultés d'approvisionnement en matériaux, avec aussi maintenant l'impact de l'inflation, on voit bien qu'il y a un frein, volontaire ou involontaire d'ailleurs, très souvent, par rapport à la mise en place et l'avancement du sujet. Comme vous le disiez il y a un instant, il n'y aura pas de durable sans les entreprises, pas sans les consommateurs, parce que voilà, s'il y a une demande sociale pour des produits plus verts, c'est vrai que malgré tout, il y a ces freins maintenant qu'on observe qui sont liés à l'inflation. Et puis, il y a aussi la question des salariés, des formations. Donc, c'est sur ceci que nous avons travaillé et les propositions que nous avons faites reprennent justement ces sujets d'inquiétude des PME et ETI avec des propositions pour rendre plus accessibles ces transformations nécessaires au niveau des organisations, des entreprises, les rendre plus accessibles aux petites entreprises. Nous, ce que nous souhaitons effectivement, c'est qu'il y ait déjà une étude d'impact du coût financier et organisationnel pour les entreprises, parce que si certaines sont suffisamment importantes pour avoir des personnes dédiées à cela, d'autres ne peuvent pas se le permettre. Donc, il faut absolument qu'il y ait déjà cette évaluation du coût pour nos entreprises. Et surtout, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un principe de proportionnalité qui soit imposé en tenant compte à la fois de la taille des entreprises,
de leurs moyens, mais aussi des secteurs d'activité, parce que le problème est que l'on voit des référentiels qui sont énormes et certaines entreprises, certains secteurs d'activité nous disent, mais nous, sur certains critères, on ne sait même pas à quoi cela correspond. Donc vraiment, dans nos propositions, c'est une adaptation au niveau des secteurs d'activité et en fonction de la taille également des entreprises. Il faut alors, et nous travaillons dessus actuellement également, hein, sur 2 sujets qui sont complètement en lien avec cette mise en place de la RSE, qui est un sujet à la fois sur la simplification des normes, puisque nous rajoutons toujours un peu plus de normes et là, enfin, carrément, ce n'est plus possible au niveau à la fois des coûts pour les entreprises et de la mise en œuvre. Donc, il faut absolument arriver à simplifier et à ne pas surtransposer. Je pense à cette directive européenne. J'avais déposé un amendement en début d'année pour justement demander à ce que cette directive européenne ne soit pas transposée sous forme d'ordonnance, mais pour que le Parlement puisse s'emparer du sujet. Donc, mon amendement avait été adopté ici au Sénat, mais Oui, n'a pas été retenu ensuite en commission mixte paritaire. Et donc, ce sera bien sous forme d'ordonnance. Le voilà. gouvernement s'est engagé à ce que nous soyons associés, mais voilà, de quelle façon cela se fera? En tout cas, nous aurons au Oui. Sénat et au sein de la délégation aux entreprises un regard vraiment important Mais si vous sur le m'autorisez, madame, sujet. vous m'autorisez de vous couper sur ce Oui, point-là, bien je crois sûr. que le gouvernement a quand même, est-ce que ça vous plaît, et la question se pose aussi à Gérard Le Seul, a quand même accepté de faire un travail au passage sur l'harmonisation des seuils d'application, ce qui est là une volonté française et originale, parce qu'il y a vraiment là-dessus vraiment une dispersion qui est très, très, très complexe. Et puis, sur les modes d'audit, les modes de certification. Donc ça, j'espère que ça vous conviendra. Et ça, c'est un ajout français, national. Oui, 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 tout à fait. Et alors là, ça nous convient complètement et cela signifie que nous avons quand même été entendus par rapport aux voilà. propositions que nous avons faites dans notre rapport. C'est vraiment effectivement un point qui est important pour Oui. nous. Voilà, donc comment améliorer l'accompagnement des entreprises? Effectivement, bon, comme je le disais, simplification des normes, mais aussi une action de formation. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une formation au niveau des conseils d'administration, une formation également dans les écoles de commerce, enfin, pour que tout le monde ait cette culture RSE. Je pense que c'est important parce qu'il n'y a pas toujours encore cette prise Oui. de conscience et cette connaissance également. Ensuite, pour nous, et par rapport, alors, adapter les mesures, faire attention surveiller le coût pour les entreprises, la question de la formation, l'accompagnement ensuite au niveau des marchés avec une prise en compte, il faut absolument une prise en compte dans tous les marchés publics de ce critère RSE pour aider nos entreprises qui font des efforts dans ce sens-là. Nous paraît également être un point important. Sur la compétitivité de nos entreprises, enfin de l'Europe, de l'Union européenne, il y a une recommandation pour nous qui était essentielle, c'est que l'Europe puisse garder sa souveraineté sur le sujet, on voit bien que toutes les agences de notation sont américaines, anglo-saxonnes, et nous Oui. devons absolument conserver la maîtrise au niveau de l'Europe Hum, hum, de ce sujet. Et voilà, il est hum, important pour nous de hum, pouvoir dire que l'agence, enfin, il faut une agence pour nous spécifique dédiée à l'Europe hum. qui puisse être sur ce sujet norme RSE.
Pourrez-vous, sans vous interrompre là-dessus, mais pour vous donner de l'eau à votre moulin, le patron de l'équivalent européen, donc américain, et de l'ISSB, donc qui fait ces normes extra-financières au niveau international, qui est le français Emmanuel Faber, a fait une interview il y a 48 heures, dans laquelle, en fait, il renvoie de manière, je trouve, très insolente, là, un peu aux Européens, là-bas, en disant, de toute façon, c'est nous, investisseurs américains et anglais, qui faisons la décision donc sur vos bourses, donc il faudra vous adapter. Voilà, voilà le type de discours actuellement qu'on entend. Bon. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on a vraiment ce sujet, enfin, c'est ce qu'ils disent, mais nous devons conserver notre souveraineté et conserver également donc, cette souveraineté vis-à-vis des données, hein, pour que l'on puisse aussi être maître de nos données, des données qui sont diffusées par Oui, les entreprises sur ce reporting à la fois financier, extra-financier qui leur est imposé. oui, Voilà, alors j'essaye de faire vite. Donc, au niveau de l'Europe, pour la compétitivité, bien sûr, ce qui est indispensable, c'est d'avoir des clauses miroirs. Donc là oui. aussi, nous insistons beaucoup sur ce sujet, hein. Petit à petit, cela commence à être mis en place. Mais Mm, par exemple, dans le domaine agricole, encore pas suffisamment. Donc, mm, mm, nous mm. devons absolument être sur ce sujet-là. Bon, la directive CSRD qui était indispensable donc pour harmoniser les standards. Bon, ça, voilà, nous avançons, les choses avancent sur ce sujet-là également. Mm. Il y a énormément d'autres sujets, hein. Il y a eu la taxinomie verte pour orienter les Oui, qui investissements, se le passe devoir mal, de hein, qui se vigilance, passe mal en ce etc., moment. qui se Ça passe se mal passe en ce mal. moment, Oui. effectivement. Voilà. Oui, il y a une contestation du texte européen par les ONG qui est très vive et qui est étendue aujourd'hui à plein d'autres secteurs. Je ne sais pas s'il ne faudra pas remettre sur le tapis, comme ça a été fait pour le règlement sur les établissements financiers, dit SFDR, où là Oui, aussi, il faut remettre à plat. Donc, on voit bien que c'est chaotique, hein. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà, donc, et puis Oui. pour Non, consolider donc au niveau la RSE dans les entreprises, bien sûr, toujours cet équilibre indispensable entre les trois piliers, hein, les oui. trois piliers ESG avec à la fois bon, la partie environnement, social et de gouvernance. Ça, c'est vraiment indispensable qu'il y ait toujours ces trois piliers bien Oui. équilibrés. Peut-être que dire d'autre Sur les PME, parce que c'est quand même l'axe sur lequel, un peu au nom des territoires aussi, vous veillez aux choses. Oui, alors comme je le disais, donc nous travaillons sur la simplification des normes, c'est un volet, mais un autre volet également, et je suis co-rapporteur là sur une nouvelle mission d'information que nous entreprenons sur les compétences et la formation. Et on voit bien que là, de toute façon, les PME sont obligées d'y aller face aux difficultés de recrutement que l'on observe actuellement. Les PME sont complètement incitées à aller vers la RSE si elles veulent pouvoir recruter, puisqu'il y a chez nos jeunes et peut-être moins Ouais. jeunes d'ailleurs, cette fameuse quête de sens dont nous n'arrêtons pas de parler. Alors, la grande démission en France, non, on n'est pas du tout là-dessus. Et en fait, les études montrent que l'on est sur des niveaux identiques à ce que l'on avait avant la crise sanitaire, hein, par rapport aux démissions, changements de poste, etc. Et on voit bien quand même qu'il y a ce sujet de recrutement avec, je crois, 2 jeunes sur 3 qui, qui, qui disent que pour eux, ce qui est important, ce sont les valeurs d'entreprise et de voir Oui. effectivement quels produits sont faits, dans quelles conditions, est-ce que toutes les conditions pour préserver le climat sont prises en compte dans l'entreprise. Mm. Et ça, forcément, Aura un impact, ouais, on sera obligé, enfin les TPE sont obligés d'aller dans dans ce cette sens. démarche. Ouais. Je reprends, il y a une enquête qui a été réalisée là sur les entreprises du BTP qui montre que voilà, un certain nombre d'actions sont faites, pas forcément rattachées, valorisées sur le plan RSE, hein, c'est-à-dire que des entreprises d'elles-mêmes vont dans le sens de la RSE, mais ne le formalisent peut-être pas via des normes, etc. Mais en tout cas, elles vont bien dans ces démarches et Mm.
84% des structures interrogées disent qu'elles mettent en œuvre leur démarche sans formalisation et que moins de 16% formalisent cette démarche officiellement. Voilà, donc on a peut-être encore cette étape à passer, mais comme je le disais, là, il y a aussi cette question de coût, d'avoir un personnel dédié, ça n'est pas possible dans des TPE, et il faut vraiment que l'on puisse adapter les référentiels du mieux possible pour inciter nos TPE à aller voilà, beaucoup plus dans ce sens-là. Merci. Mais voilà, nous parlons de plus en plus des limites planétaires. Je pense que ça Oui. c'est un Concept fondateur. discours, un concept que l'on entend de plus en plus. Et je pense que nos TPE ne sont pas étrangères à ce concept, qu'elles l'ont bien à l'esprit et à nous, à les accompagner en simplifiant. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, madame, parce que le travail que vous avez fait, donc je rappelle que c'est au 2e rapport, il est fondamental parce qu'il n'y a pas vraiment de pilotage dans les politiques publiques versus RSE aujourd'hui. Et finalement, votre rapport est un des rares travaux qui a pu apporter un peu un regard 360 sur la situation. Donc, d'une part, on vous en remercie. D'autre part, je dirais que en ayant entendu ce que vous dites, c'est un appel, moi qui suis en charge des questions de normalisation volontaire, que peut-être faut-il qu'il y ait moins de normes, comme vous le dites, obligatoires, et beaucoup plus de volontaires, comme le sont les labels sectoriels ou comme le sont… Et là, c'est les entreprises qui co-construisent et qui choisissent de l'appliquer. Et ça, je pense que ça va dans le bon sens. Alors, ça me permet de passer la main à Gérard Le Seul, qui, dans une vie précédente, avant d'être élu député, a piloté cette démarche dans le secteur bancaire. Il le rappellera, donc il connaît de l'intérieur ce métier de la responsabilité d'entreprise particulièrement bien. Et Gérard, donc je vous passe la parole pour pouvoir donner un peu votre sentiment sur les mêmes questions qui ont été posées à Madame Berthet, à savoir un peu sur l'état des lieux et les orientations que vous voudriez voir avancer, notamment peut-être à travers le groupe d'études que vous co-présidez aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Merci d'être là, Gérard. Merci, cher Patrick, merci de cette invitation. Effectivement, je suis depuis le début de l'année coprésident du groupe d'études RSE et économie sociale avec une collègue députée de la majorité, Astrid Pagnosian, qui connaît aussi ces questions-là, enfin les questions de la RSE, puisqu'elle a été secrétaire générale de Groupama et a eu à piloter aussi les travaux de reporting ou de rapportage, comme disent nos amis québécois, internes. J'aime bien ce mot de rapportage, que j'ai aussi piloté, tu as raison de le rappeler, au sein du groupe Crédit Mutuel CIC, puisque indépendamment de l'obligation que nous n'avions pas en tant que groupe coopératif, depuis 2005, nous avions mis en place une démarche RSE et précédemment, j'avais piloté au sein du Centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale et plus largement dans le monde de l'économie sociale, toute la réflexion sur la démarche du bilan sociétal qui était une manière d'évaluer la responsabilité spécifique des entreprises de l'économie sociale au regard de leurs valeurs, de leurs déclarations. Et je me permets de rentrer dans le vif du sujet à travers cet exemple pour aller dans le sens de notre collègue sénatrice sur justement l'adaptation des référentiels, l'adaptation des normes. Alors, autant je ne crois absolument pas au ruissellement des richesses, mais je crois au ruissellement des normes. Et donc, nous avons effectivement, à travers, de manière globale, que ce soit au niveau national ou au niveau communautaire, développé un attirail de normes rendues obligatoires pour les grandes entreprises et puis progressivement, bien sûr, Florent Martine l'a dit, les seuils ont
descendu, d'une part, mais c'est surtout qu'il y a malgré tout un ruissellement tout simplement par le jeu de la sous-traitance qui a été rappelé tout à l'heure. Et ça, c'est extrêmement important parce que finalement, il y a un vrai ruissellement, alors on peut l'appeler comme ça. Parfois, on dit aussi qu'il y a une externalisation des emmerdements, hein. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on a beaucoup de normes, eh bien, finalement, on fait aussi reporter l'ensemble de cette responsabilité vis-à-vis de sa sous-traitance, et c'est tout à fait légitime. Donc, le ruissellement positif des normes est, de mon point de vue, réel et positif. La seule chose, et je l'ai expérimenté à de nombreuses reprises dans le cadre des travaux au sein de l'économie sociale sur l'ensemble des indicateurs, il faut bien évidemment avoir un attirail adapté au secteur et adapté, bien sûr, à la taille des entreprises. Nous ne pouvons pas demander les mêmes rapportages à des entreprises de 500 ou 5000 salariés que nous ne pouvons les demander aux entreprises de 50. Et donc, il faut faire très attention à ce que l'ensemble des rapportages soient adaptés à la taille de l'entreprise et donc aux moyens que celles-ci peuvent consacrer à l'étude, à l'analyse et à la transparence. Et dans ce cadre-là, je disais que j'avais eu l'expertise à travers le bilan sociétal du CJUDES. Nous avions au départ une batterie d'indicateurs de 350, 370 indicateurs et nous l'avions adapté pour les petites entreprises à des indicateurs beaucoup plus, à un nombre d'indicateurs beaucoup plus réduit. Et on prenait en gros les têtes de chapitre et de sous-chapitres. Et c'était d'autant plus intéressant parce que ce n'est pas aujourd'hui une démarche dans la RSE, c'est que nous avions développé une démarche de regard croisé et il fallait aussi interroger les salariés, ce qui est souvent d'ailleurs une absence de prise en compte dans toutes les démarches RSE, c'est de prendre en compte donc le regard salarié sur la réalité des indicateurs de l'entreprise, des indicateurs RSE globalement de performance. Et là, bien évidemment, vous ne pouvez pas interroger les salariés de l'entreprise sur la base de 350 indicateurs, même 230 indicateurs. Et donc, il faut réduire, si je puis dire, la volumétrie du questionnement, peut-être à 30, 35 indicateurs. Même moins. Mais moins. Donc, je partage complètement l'analyse faite par nos collègues sénateurs sur l'adaptation, bien évidemment, de la démarche et des indicateurs et des documents de transparence, de rapportage extérieur en fonction de la taille de l'entreprise et des secteurs de l'entreprise. Gérard, sans vous couper à nouveau, mais pour vous faire réagir, dans le cadre du texte de transposition, la directive dont Mme Bertrand parlait, je vous aurais probablement à intervenir parce que la position de la Commission, c'est que pour l'instant, on ne traite pas la question des moins de 250 salariés, mais qu'on devrait quand même faire descendre. Or, ce n'est pas vrai, il ne faut pas faire descendre. Il faudra trouver un modus operandi spécifique, comme vous venez de le dire, très réduit au monde des moins de 250. Il faut réfléchir à ce qu'est ce périmètre spécifique et pas se contenter d'une homothétie descendante. Enfin, voilà, parenthèse. Non, mais je suis complètement d'accord. Alors, malheureusement, comme l'a rappelé Martine, la transposition de la directive, la transposition des directives passe par ce fameux projet de loi DADU qui régulièrement est mise en chantier au sein du Parlement. Et j'ai regretté, moi-même je suis intervenu à plusieurs reprises sur cette loi DADU en commission comme dans l'hémicycle, j'ai regretté que nous passions par ordonnance. Il y a des sujets qui sont fondamentaux pour notre cohésion économique, notre cohésion sociale nationale, et on va considérer que c'est un texte technique et on passe par ordonnance. Pour moi, c'est pas souhaitable, c'est pas sérieux. Malheureusement, on considère que le Parlement ne peut pas se saisir ou que la société ne peut pas saisir de ces questions techniques. Or, elles ne sont pas si techniques que cela. Et moi, je pense qu'il faudrait, sur le champ de la RSE de manière globale, comme sur le champ de l'entreprise, mais on pourra y revenir, avoir un vrai débat national,
parce qu'il faut qu'il y ait une appropriation des questions de RSE par l'ensemble de la société. Par les syndicats qui, de mon point de vue, ne se saisissent pas suffisamment de la question de ce rapportage extra-financier dans le cadre de la négociation sociale, de la discussion annuelle avec les entreprises ou semestrielles, puisqu'il y a des grandes entreprises qui font aussi des rapports semestriels, etc. Et donc, il faut que les organisations syndicales se saisissent du sujet. Il faut aussi que, globalement, la société, au sens large, s'en saisisse. Je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais interroger l'ensemble des directions régionales des banques de France qui font la cotation des PME pour savoir si elles leur demandent le rapport RSE. Oui, c'est en cours, hein. C'est en Oui, cours, oui, Gérard, hein. Il y a un mais, oui, travail de la BDF là-dessus, hein. Oui, mais je les avais déjà interrogés il y a oui, 4 ans sur le sujet. oui. Et voilà, donc de la même manière, il faudrait que nous interrogions l'ensemble des établissements de crédit à travers la Fédération bancaire française ou à travers chacun de ces établissements de crédit. Est-ce que dans l'analyse des demandes de crédit, il y a bien cette prise en compte de la dynamique, de la pérennité d'entreprise à travers son rapportage RSE. Donc, je pense que plus on parlera de ces sujets-là, plus effectivement la RSE deviendra un élément extrêmement important. Je voudrais appeler votre attention sur une petite tribune qui a été publiée, je crois, dans Le Monde ce matin, dans Le Monde d'aujourd'hui, de l'éditorialiste Philippe Escande. Il Oui. dit « On ne peut se satisfaire, en conclusion, sur le long terme, pour reprendre ce que Patrick Thumière nous disait tout à l'heure sur les grands résultats, les très beaux résultats d'une partie de notre industrie, on ne peut se satisfaire sur le long terme de créer de la richesse si elle ne profite qu'insuffisamment au bien commun de la société qui vous abrite. » Ben voilà, Je tout est dit. pense que tout est dit, Mm. tout est dit. Et la RSE contribue complètement à faire prendre conscience de ce bien commun et de la société qui nous abrite. On ne peut pas envisager, on va dire, une performance d'entreprise aujourd'hui de manière déconnectée de son environnement. Oui. Je prends juste une anecdote et Patrick n'hésite pas à me dire si je suis trop long. Mais j'ai rencontré dans le C'est cadre bon. de la crise Covid des entreprises de ma circonscription et notamment une belle entreprise qui s'appelle Nutricet et qui fait Oui, du complément alimentaire, notamment humanitaire. voilà, dans l'humanitaire. Et je leur ai demandé si finalement ils avaient bénéficié du PGE, des dispositifs d'État, et s'ils n'avaient pas trop souffert de la crise. Eh bien, ils m'ont étonné en me disant, mais finalement, paradoxalement, on a gagné des parts de marché. Et je lui ai dit, mais comment vous avez gagné des parts de marché dans une situation de crise? Eh bien, ils m'ont dit, pour une raison simple, c'est que finalement, en France, l'ensemble de nos infrastructures ont continué à fonctionner. Et donc, nous avons pu gagner des parts de marché parce que nous avons pu produire, parce qu'il y a eu des dispositifs d'aide à la production, parce que nous avons pu exporter, parce que toutes nos logistiques, finalement, de transport ont quand même fonctionné. C'est quoi la clé de la réussite? C'était l'environnement. Ce n'était pas la seule performance et intelligence de cette très belle entreprise. C'est la mise à disposition, finalement, par l'environnement et en partie donc par les collectivités locales et par l'État, d'infrastructures qui ont permis à cette entreprise de conserver son activité et de gagner des parts de marché. Et donc, si une entreprise ne prend pas en considération son environnement dans la répartition des richesses, nous n'arriverons pas à progresser et nous perdrons globalement, collectivement, des parts de marché, notamment c'est ce que nous avons constaté depuis 30 ans dans la désindustrialisation de la France. J'ai fait un rapport l'année dernière sur les causes, en tout cas les conditions de cette désindustrialisation et les conditions pour un renouveau industriel français. Je salue le débat actuel pour une industrie verte, on pourra y revenir si vous le permettez tout à l'heure, mais Oui. il faut bien que l'on prenne conscience que la RSE est un outil extraordinaire de dynamique collective sur Oui. la question notamment industrielle, à la condition qu'on tente d'embarquer tout le monde dans cet objectif de réindustrialisation et tout le monde dans cette dynamique de RSE. Et c'est pour ça que j'invite aussi bien, bien sûr, les organisations syndicales que la société entière à s'interroger et à interroger sur les questions de responsabilité sociétale de l'entreprise. Alors, je me permets peut-être d'avancer. Tu as évoqué tout à l'heure un peu pêle-mêle. C'est moi qui avance pêle-mêle. La question, on va dire, de la responsabilité environnementale à travers les lobbies, enfin
l'adéquation difficile entre risque finalement environnemental, et je suis bien placé pour le savoir dans ma circonscription, et à côté, nous avons eu le cas Lubrizol et récemment les entrepôts Bolloré. Et on voit bien que ce sont des sujets extrêmement douloureux dans un territoire que d'avoir cette articulation entre activité économique, emploi et protection de l'environnement. J'avais proposé d'ailleurs, et je pense qu'on y viendra progressivement, la création, comme nous l'avons fait d'un défenseur des droits, la création d'un défenseur de l'environnement qui permette de prendre davantage en compte cette dimension environnementale dans le développement de nos sociétés. Deux points, si tu me permets, qui ont été évoqués tout à l'heure, notamment sur les agences de notation anglo-saxonnes, en tout cas sur la volonté, que je partage là encore, des conclusions du rapport du Sénat, sur la volonté de préserver non seulement un savoir, mais aussi une maîtrise et une spécificité continentale européenne de l'ensemble de la normalisation extra-financière. Je considère, pour avoir suivi ces sujets depuis longtemps, que l'Europe et la France ont failli. Nous avions une avance méthodologique extrêmement importante sur ces questions-là, avec des sociétés comme Etibel, comme Vigeo et comme d'autres. Il y a eu d'autres expériences. Au bout du compte, Vigeo a fait ce qu'elle pouvait en fusionnant avec Eris, avec Etibel, etc., et a finalement été racheté par Moody's. C'est une faillite collective de l'Europe et de la France d'avoir laissé filer notre expertise, y compris sur ce sujet. Et malheureusement, je ne sais pas comment demain nous allons pouvoir créer une agence de notation extra-financière européenne. Mais je fais confiance néanmoins à nos autorités de régulation pour se réveiller et pour introduire dans l'ensemble de nos mécanismes des critères extra-financiers, que ce soit sur la commande publique, comme ça a été évoqué tout à l'heure, ou simplement sur le suivi des entreprises pour s'assurer de leur bonne santé. En tout cas, au sein du groupe de travail que je co-préside à l'Assemblée nationale, nous avons deux volets extrêmement importants, économie sociale d'un côté et RSE de l'autre. Avec ma collègue Astrid Pagnosian, nous allons travailler. Nous recevrons très prochainement le président et le directeur général de la plateforme RSE pour faire un premier point de départ. Merci de votre attention. Merci Gérard et merci Madame de nous avoir éclairé et rassuré sur le fait que le Parlement est vraiment en vigie très pointue et très active sur toutes ces questions. On va maintenant débattre avec quelques questions qui vous sont posées, soit dans l'espace prévu que Arnaud Herman, et vous avez parlé Madame Berthet tout à l'heure de la formation donc, qui dirige et Colern, donc qui est lui alors sur la crête de ces formations, de cet enseignement va répartir à tout le monde. Je voulais simplement attirer l'attention, je le fais d'habitude, sur quelques travaux, avant les questions, donc quelques travaux qui sont publiés chaque mois. Il y a de la revue fiduciaire qui vient de sortir, un travail qui est fait par notre ami Hervé Begbo, qui est remarquable, sur la RSE en tant que synthèse factuelle de tout ce qu'il faut savoir pour les professionnels. Je trouve que c'était une mise à jour vraiment précieuse. Il a publié aussi sur la compta, et vous savez que parallèlement aux travaux extra-financiers, il y a une réflexion sur les fondamentaux de la prise en compte dans la structure même de la comptabilité des questions de stock et des questions d'appréciation de la valeur des biens en logique durable. Donc, ce travail est intéressant. Et mon cher Gérard, ne n'y voyez pas de malice, mais Crédit Mutuel Arkea a sorti un rapport impressionnant je dirais, d'innovation un peu pour calculer en la monétisant sa performance sociétale. Et je le signale, il faut aller voir parce qu'ils ont fait un travail méthodologique qui est très original et qui mérite d'être étudié. Alors, Arnaud, je te laisse maintenant répartir les questions à nos deux invités, si tu veux bien. Oui. Vas-y.
Bonjour à toutes et à tous et merci Madame Berthet, Monsieur Le Seul pour vos interventions qui ont suscité beaucoup de réactions. Alors j'ai essayé de les organiser parce que c'était parfois un peu décousu. Alors je vais les restituer chronologiquement. Donc les premières vont s'adresser à vous Madame Berthet, même si vous étiez sur des sujets d'intervention assez proches. Donc Monsieur Le Seul, n'hésitez pas à compléter si vous avez des éléments d'information à ajouter. Alors, plus que des questions à proprement parler, Madame Berthet, j'essaie de regrouper les différentes réactions et je vais peut-être vous proposer de réagir à la façon dont j'ai interprété ces réactions. Premier point qui m'est apparu, me semble-t-il, c'est que l'exposé que vous avez fait sur l'approche réglementaire de ces questions de RSE a soulevé des questions à la fois sur la direction réglementaire, la vision réglementaire qui était poursuivie et aussi sur la méthode engagée. Par rapport à la vision, donc notamment, il y avait quelques remarques sur le fait qu'on assistait malgré tout à une accélération réglementaire et dans une certaine forme un empilement de stats réglementaires que vous avez pointé du doigt dans un souci de simplification que vous poursuivez. Mais certains, notamment les acteurs de la PME et de la plus petite entreprise, réagissaient en rappelant que c'était pas toujours de nature à susciter l'action et que ça détournait en tout cas sur un cap clair et une mise en action opérationnelle. Plusieurs points également soulevaient Donc, c'est la la faute à méthode, la loi, c'est l'approche. ça ce que tu veux dire. Est-ce la Non, faute à pas la loi? forcément, mais c'est peut-être une réaction de se dire on nous demande beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment ce qui est important et est-ce que ce n'est pas finalement Oui, une approche un peu hors sol qui nous détourne de l'opérationnel, qui sont des sujets d'éco-conception, de maîtrise de sa performance énergétique, de sobriété, etc. Alors, je vais peut-être exposer les différents points, je vous laisse réagir, mais j'ai conscience que c'est assez oui, oui. entremêlé et assez diffus. L'autre point, et Patrick, tu avais soulevé ce point, c'est l'approche entre la contrainte réglementaire et le contrat et l'engagement plus volontaire. Et plusieurs remarques l'ont remonté en disant est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode que celle aujourd'hui poursuivie qui serait d'engager les fédérations, d'engager les acteurs volontairement sur des labels, ce genre de choses. Donc sur cette méthode, est-ce que vous avez une réaction? Et puis là, c'est plus diffus, mais j'avais le sentiment, à travers ce fil de discussion, de constater une forme de décrochage entre le législateur et l'entreprise sur ces sujets de la RSE et de production réglementaire. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous percevez ou pas du tout? Et pour finir, mais ça fait déjà beaucoup interpellé la compétitivité et les enjeux Oui, de concurrence internationale ou voire la charge. européenne qui pouvaient naître de cette production réglementaire. Madame Berthet, on vous laisse répondre d'abord et puis Gérard complétera. Oui, alors, décrochage entre le législateur et l'entreprise. Alors justement, je pense que non, au contraire, et le fait que nous nous intéressions à ce sujet au Sénat, notamment au sein de la délégation aux entreprises, est bien la preuve que nous avons conscience qu'il y a trop de normes et trop de législation qui s'accumulent autour de ce sujet RSE. Et toutes les propositions que nous avons faites sont bien dans le sens d'aller simplifier. Alors, quelqu'un mettait un commentaire, là je regardais sur il faut, il faut. Oui, il faut. Alors, quand je dis il faut, ce sont des propositions que nous faisons au gouvernement, dont certaines sont reprises quand il y a justement des ordonnances qui sont mises en œuvre, par exemple. Et nous souhaitons le plus souvent pouvoir être écoutés, justement, puisque dans le travail que nous faisons, nous auditionnons tous les acteurs, tous les représentants des entreprises, mais aussi de la DGE, enfin, tous les acteurs concernés par ce sujet RSE. Et avec cela, nous avons vraiment une synthèse de ce qui est souhaité, de ce qui existe, de ce qu'il faut modifier par nos propositions. Donc, cela se met en œuvre, comme je vous le disais, par des propositions qui peuvent être prises par le gouvernement. Si ce n'est pas le cas, c'est nous, à chaque fois que nous avons un texte dans lequel nous allons pouvoir mettre ces propositions, qui le faisons, ou même qui directement mettons en œuvre une proposition de loi, comme ça va être le cas, par exemple, prochainement sur le sujet de la transmission des entreprises, donc par notre délégation. Alors, c'est vrai qu'effectivement, quand on va dire cette réflexion a commencé,
les premières réflexions, bon, j'étais moi-même chef d'entreprise, les premières réflexions, c'était la mise en œuvre des process qualité, etc., avec des normes, voilà. Donc, ceux qui ont voulu y aller, il y en a qui ont été moteurs, et finalement, moteurs car peut-être visionnaires. Personnellement, alors j'avais une pharmacie, donc j'ai fait partie des premières pharmacies qui ont eu ces normes, ces labels qualité, mais il faut des moteurs qui ensuite incitent les autres à faire la même chose. Mais oui, peut-être que d'imposer, allons vers des labels, comme différents labels, comme cela est proposé. Mais à un moment quand même, si l'on veut qu'il y ait des déclics, il faut bien que certaines choses soient mises en œuvre. Dans une certaine mesure, et comme je le disais, adapté aux tailles, au secteur d'activité. Je pense par exemple au bilan des émissions de gaz à effet de serre qui est demandé aux entreprises. Donc, il a été étendu dernièrement aux entreprises de plus de 50 salariés, bénéficiant à partir de 50 salariés, on va dire, bénéficiant d'une aide dans le cadre du plan de relance. Sinon, c'est 250. Comment est-ce que ces entreprises de 50 salariés qui ont bénéficié d'aide dans le cadre du plan de relance peuvent mettre en œuvre ce bilan des émissions de gaz à effet de serre? Voilà, c'est compliqué quand même tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment arriver à adapter. On voit bien aussi sur le sujet affichage environnemental et affichage social pour les produits. Donc, on voit bien qu'on descend de plus en plus finement au sein de l'entreprise et au sein des toutes petites entreprises même. Donc, comment est-ce que les entreprises de cette taille-là peuvent arriver à mettre cela en œuvre? Bon, il y a les difficultés méthodologiques, mais il y a aussi le coût, comme je le disais. Donc, notre rôle, notre travail, c'est de regarder, d'évaluer en fait. Parce que le rôle du Parlement n'est pas seulement de voter des lois, mais aussi de les évaluer derrière, leur mise en œuvre, la complexité des mises en œuvre. Et ensuite, on rectifie, on corrige au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à ce qui était au panel de questions. Mais voilà. Gérard, oui, je n'aurais pas tout à fait le même point de vue que ma collègue sur les trois questions qui ont été posées. Je partage complètement l'idée qu'il n'y a pas de décrochage du législateur par rapport à l'entreprise. Beaucoup de parlementaires ont eu une vie dans l'entreprise et savent bien ce qu'il en retourne. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a aujourd'hui peut-être une inflation législative et réglementaire sur différents sujets, et celui-ci n'y échappe pas. Mais en même temps, c'est une construction à la fois communautaire et nationale d'une réflexion profonde et qui peut changer fondamentalement notre approche, y compris de la compétitivité. Et je rajouterai, si je puis dire, à ma réponse, cette question justement du lien entre la production réglementaire et la compétitivité. Aujourd'hui et demain encore plus, si nous voulons avoir une industrie verte, respectueuse de l'environnement, qui relocalise de l'activité sur nos territoires, nous devons mettre en place des indicateurs sociaux, environnementaux, qui vont permettre de nous différencier par rapport à d'autres origines de production moins vertueuses sur le plan social ou environnemental. Et donc, l'ensemble des indicateurs que nous pouvons créer doivent servir aujourd'hui à témoigner, prouver la compétitivité sociale et environnementale de nos entreprises. Et donc, là où je ne serais pas totalement d'accord avec ma collègue, c'est je pense qu'il faut renforcer au contraire la conditionnalité des aides. Alors, je ne dis pas que ce soit le seuil à 50 salariés, etc., mais il faut que nous puissions continuer à aider les entreprises lorsque c'est nécessaire, mais qu'en échange, nous puissions le faire de manière totalement éclairée. Et pour cela, il faut avoir des indicateurs, des critères sociaux, des critères environnementaux qui vont servir aussi, bien sûr, à la commande publique. Et dans la réflexion, me semble-t-il, des pouvoirs publics aujourd'hui sur le prochain projet de loi Industrie verte, bien évidemment, si nous voulons relancer, dynamiser l'industrie verte, il va bien falloir avoir des indicateurs. Et ces indicateurs, ils sont issus pour partie, bien évidemment, de l'attirail, pardonnez-moi l'expression, des indicateurs RSE. Et donc, je pense qu'au contraire, la RSE sera demain un atout important pour la dynamisation de notre industrie.
Arnaud? Merci. Alors, un autre sujet qui a été soulevé, c'est l'articulation entre la vision nationale et le projet politique européen. Aujourd'hui, on constate que le Green Deal représente une force de traction assez importante de production réglementaire, avec une vision qu'il dessine qui est quand même assez puissante. L'un des participants pointait du doigt cet exemple de l'Allemagne qui, semble-t-il, a l'air de remettre en question l'interdiction de la production de véhicules thermiques avant 2035. Sous-entendu, ça pose la question de l'arrêté de l'alignement du projet politique européen auprès de chacun des États membres. Et de l'articulation déjà entre le projet européen et le projet français. Donc, est-ce que vous avez des commentaires, des réactions par rapport à ces enjeux d'échelon européen? Madame? Pardon, j'étais en train de lire les questions qui étaient posées, excusez-moi, et notamment sur la formation. Voilà. Donc, je n'ai pas écouté votre question, désolée. Alors, sur l'alignement, je me permets, et comme ça Martine pourra réagir sur mon propos, quel est finalement le bon alignement politique de notre projet politique français vis-à-vis de l'Union européenne, et notamment sur les questions environnementales, ce que nous faisons, y compris sur le plan industrie verte, par rapport au Green Deal européen, et par rapport d'ailleurs au projet européen d'industrie verte et d'énergie verte qui est actuellement en discussion. Je ne pense pas aujourd'hui que nous soyons déconnectés de cette construction communautaire. À titre personnel, je suis profondément européen. Je pense que la France, par contre, doit davantage peser dans le débat communautaire, et notamment sur, je l'exprimais hier au cabinet de M. le maire, j'ai trouvé une certaine frilosité parfois de la France à s'extraire de certaines contraintes, et notamment, je pense que nous aurions pu, la France aurait pu mettre davantage et plus tôt des critères socio-environnementaux dans la commande publique. Et à chaque fois que nous avons déposé des amendements, et j'en ai déposé encore il n'y a pas très longtemps sur le sujet à propos du médicament, pour avoir finalement un privilège, on va le dire comme ça, ou une préférence française, voire européenne, parce qu'on peut très bien avoir une préférence européenne, notamment dans le domaine du médicament, c'est pas compliqué, puisque ça vient d'Inde ou ça vient de Chine. Donc, moi, la préférence européenne me conviendrait tout à fait. Eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'on discute au niveau communautaire des indicateurs que l'on va mettre qui vont nous permettre de faire valoir une performance et une excellence européenne et nationale par rapport à la concurrence étrangère. Donc je pense que, moi je ne suis pas pour opposer projet politique français, projet politique européen, je dis simplement qu'il faut que la France soit capable d'avoir une voix plus forte au niveau communautaire, d'une part, et d'autre part, il faut aussi que la France, sur certains sujets, puisse dire, moi je mets des critères environnementaux, que ça plaise ou pas, et nous avons eu, Martine sans doute l'a vécu aussi dans son propre hémicycle, souvent des réponses du ministère disant « Ah oui, mais ça c'est contraire au droit européen, on ne peut pas mettre ça dans la loi. » Ben oui, à un moment donné, il faut aussi qu'on mette dans la loi nationale des choses qui peuvent déplaire à Bruxelles, je suis d'accord. Madame Berthet, votre avis là-dessus, parce que la RSE, elle est essentiellement européenne ou elle n'est pas? Voilà. Oui, complètement, parce que, on doit aller tous dans le même sens au niveau de l'Europe, mais surtout, il faut absolument se protéger au niveau de nos frontières européennes. Et au niveau de ces frontières, il y a des sujets, sur ces sujets-là, et ça fait plusieurs fois également que j'interpelle le gouvernement à ce sujet, c'est la taxe carbone à nos frontières, ce sont les clauses miroirs, dont je parlais tout à l'heure aussi, pour notre agriculture, mais dans bien d'autres sujets, parce qu'effectivement, nous nous imposons des normes, et c'est bien d'aller effectivement dans le verdissement de toutes nos activités, nous le souhaitons tous, mais il ne faut pas que l'on pénalise nos entreprises et que finalement, on laisse venir de l'extérieur des choses qui sont monstrueuses par rapport aux normes que l'on impose, nous, à nos entreprises. Donc là, je pense que le gouvernement français doit être beaucoup plus à la manœuvre, si je peux parler comme ça, vis-à-vis de l'Europe. Je pense, alors il y a la taxe carbone, les clauses miroirs sur plein de sujets, notamment agricoles. Il y a aussi le sujet de l'énergie, parce qu'on a bien vu, on s'est fait manger complètement la difficulté de nos entreprises, que connaissent nos entreprises maintenant avec le coût de l'énergie. C'est parce qu'on s'est laissé manger par l'Europe et par nos voisins, par ailleurs que j'apprécie beaucoup, allemands, mais voilà, effectivement, on avait, nous, ce sujet
ce sujet, voilà, avec une électricité qui est quand même, et ça c'est bien, je crois qu'il y avait une question aussi là-dessus. Oui, effectivement, EDF fournit quand même un montant enfin, indique aux entreprises, peut indiquer aux entreprises quel est le montant d'énergie verte, d'électricité verte fourni pour permettre aux entreprises de pouvoir dresser leur bilan. Mais voilà, nous n'avons pas été assez incisifs là-dessus et on voit bien qu'on s'est laissé englober dans quelque chose qui ne correspond pas. Il faut à la fois avoir cette unité européenne qui est indispensable, mais sans pour autant sacrifier tout ce que l'on met en œuvre de mieux par rapport à cela. Donc voilà, avoir un rôle plus important, je pense, c'est essentiel, mais cette notion d'unité européenne sur la RSE est effectivement incontournable. C'est un réglage qu'on a essayé de traiter. On a fait venir ici des représentants allemands et autres qu'on reprendra. Il y a une convergence avec les Allemands sur pas mal de points, les Scandinaves, mais 27, effectivement, je pense que ce chantier mérite encore beaucoup de travail collectif, quoi. Il n'est pas encore compris. La doxa est encore très, très libérale chez les uns et les autres. Bon, c'est comme ça. Arnaud, J'aurais une dernière question, oui, que conclusion. je m'autorise, qui n'a pas été soulevée, mais la perche était trop, trop tentante. Parce que, alors, c'est la question du partage de la valeur. Patrick, en introduction, a rappelé le contexte actionnarial avec des dividendes records cette année et ce mécanisme de rachat d'actions assez prégnant, dans un contexte d'inflation qu'on connaît bien et qui pose la question de la redistribution auprès des employés. Et puis, Gérard, monsieur Le Seul, vous avez rappelé l'importance de l'infrastructure et des communs qui accompagnent aussi la performance de l'entreprise. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui quand même des biais qui sont introduits et des questionnements qui sont suscités autour de ce partage de valeur. Donc, ma question est simple. Alors, il y a des dispositifs fiscaux, bien évidemment, mais malgré tout, il y a encore des perfectionnements à apporter. Donc, ma question est simple, c'est comment peut-on envisager de mieux encadrer le partage de la valeur aujourd'hui dans un monde qui est très globalisé et dans lequel les flux financiers sont très volatiles? L'un et l'autre, votre avis? Alors là aussi, il faudra faire attention à la taille de l'entreprise, parce que quand on s'adresse à une TPE ou une ETI ou une grande entreprise, ça n'est pas la même chose sur le partage de la valeur. Par contre, je pense que c'est indispensable et ça, il me semble que beaucoup d'entreprises, des entreprises le font déjà, même au niveau des TPE. Et de toute façon, c'est un moyen de fidéliser, de motiver et de fidéliser ces équipes, quelle que soit la taille des entreprises. Donc oui, c'est à mettre en œuvre sans doute de façon systématique, mais… Les partenaires sociaux ont passé un accord sur cette question. Vous aurez probablement à le reprendre d'une manière ou d'une autre dans la loi, mais c'est quand même un petit pas intéressant. Oui, tout à fait. Gérard, vous partagez ou pas? Ça fait partie dans l'ESG du G de gouvernance et aussi du S social. Et voilà. Absolument. Alors, si vous me le permettez, oui, bien sûr, je ne peux être que favorable au partage de la valeur. Nous l'exprimons à de nombreuses reprises par le biais d'amendements au sein de mon groupe socialiste, mais ça passe aussi par la fiscalité. Mais je ne voudrais pas réduire la discussion du partage au partage de la valeur. Je pense que, et la RSE en témoigne, il s'agit aussi du partage des efforts. Et il faut que nous puissions… On évoquait en introduction la question de la sobriété. Je pense que tout le monde aujourd'hui accepte une idée de sobriété, tout le monde accepte l'idée d'effort à partir du moment où les efforts sont partagés. Et donc, c'est bien la question du partage aussi des efforts dans une période difficile. Et puis, il faut, vous évoquiez, Patrick, aussi les partenaires sociaux, il faut qu'il y ait un meilleur partage, de mon point de vue, de la gouvernance. J'ai fait dans mon rapport sur l'industrie une proposition qui est très en deçà d'ailleurs de la proposition habituelle du Parti socialiste, mais il faut qu'il y ait une introduction supplémentaire des représentants des salariés dans les conseils d'administration. Aujourd'hui, ils sont trop peu présents. Nous n'avons pas un dialogue social de qualité en France, aussi à cause de cette absence de la représentation salariée. Je ne parle pas de la représentation syndicale, je dis de la représentation salariée au sein des conseils d'administration. Et donc, je pense qu'il nous faut aller
vers un partage de la valeur, on l'a dit à plusieurs reprises, un partage des efforts, nous le réaffirmons, et aussi un partage de la gouvernance si nous voulons embarquer l'ensemble de notre société dans une réindustrialisation plus verte, plus respectueuse et vers une responsabilité sociétale de l'ensemble des organisations. Ouais. Merci, merci beaucoup, vraiment. Vous vouliez ajouter un mot, Madame Berthet, c'est ça? Je vous voyais… Non. Ah, Non, Gérard… je demandais à mon collaborateur de bien copier le Oui, lien là, dans d'accord. les messages sur le document qui a été envoyé, qui a Oui, l'air intéressant. oui, absolument. Je lance une piste dans le partage, dans la proportionnalité, qui serait un impôt sur les sociétés proportionnel au chiffre d'affaires. Parce que je pense qu'on ne peut pas traiter de manière, on va dire, égalitaire Au les grandes résultat ou au entreprises. chiffre d'affaires? Au résultat. On peut trouver l'assiette Ah, c'est pas on peut pareil. Oui. discuter de l'assiette. Mais en tout cas, il faut remettre de la proportionnalité dans l'impôt des entreprises. Bon. On le sait, les très grandes entreprises ont des tels mécanismes qui leur permettent de payer moins cher que les PME. C'est pas normal. Et les TPE, par ailleurs, Oui. sont logés à la même enseigne. Je pense qu'il faut revoir une proportionnalité de l'impôt sur les Oui. entreprises. Et ça peut être l'assiette du résultat ou l'assiette du chiffre d'affaires. Mais oui, vous voulez ajouter un mot, Madame? Non? Oui, je voulais juste te dire, bon, moi je ne suis pas très favorable à ce que mon collègue vient d'annoncer, enfin de dénoncer plutôt, pardon. Je ne suis pas très favorable parce qu'on a toujours ce contexte quand même de concurrence internationale et on ne peut pas pénaliser à la fois l'installation d'entreprises en France et puis nos propres entreprises. Voilà, c'est quand même, par contre, une redistribution, voilà, sous forme d'actionnariat, sous forme, ça se fait et ça marche très Oui, bien, ça oui, fonctionne oui. très bien. Je pense que c'est plus motivant. En tout cas, merci à l'un et l'autre, à l'une et l'autre, d'avoir vraiment joué le jeu et de nous avoir éclairé à la fois sur vos travaux, vos réflexions et la volonté de jouer un rôle là-dessus. Moi, je trouve que c'est assez nouveau de voir le Parlement aujourd'hui envoyer ce message très, très important, c'est que la RSE qui a été vraiment très largement poussée par les administrations avec beaucoup de textes techniques devient maintenant vraiment au cœur des politiques publiques et notamment s'agissant des politiques industrielles, des politiques sociales, des politiques consommation et tout le reste. Il faut vraiment arriver à ce que tout ça aille dans le même sens pour que l'opinion et les jeunes dont vous parliez, Madame, comprennent qu'on a un modèle en tête, on a un modèle et que ce modèle, il faut qu'il trouve sa cohérence, qu'il trouve son efficacité et on est un peu entre deux eaux aujourd'hui. On est à la fois dans un modèle économique libéral et dans un modèle interventionniste sur le plan général et il faut arriver à matcher un peu tout ça. C'est ce que j'ai essayé d'indiquer notamment dans l'actualité où on voit que ça frotte beaucoup. Mais la méthode doit nous, comme vous l'avez dit l'un et l'autre, la méthode, et les questions le prouvent, doit nous inspirer plus. Comment travailler mieux les uns les autres. En tout cas, nous, on s'y efforce dans nos travaux de formation, on s'y efforce dans nos travaux, dans nos échanges. J'espère qu'on aura le plaisir de poursuivre ces échanges avec vous. On est à votre disposition aussi en tant que communauté d'acteurs. Et vraiment, on a beaucoup apprécié votre disponibilité à l'une et l'autre. Donc, vraiment, soyez très remerciés pour ça. Donc, nous nous retrouverons les uns les autres en avril à nouveau, donc le 7, pour poursuivre ceci. Et nous accueillerons donc à cette occasion deux experts sur des problématiques sociétales. Donc, le patron du CIC, mon cher Gérard, à propos du dividende sociétal, qui a été lancé donc par le groupe Crédit Mutuel. Daniel Ball viendra nous en parler. Et Denis Mesguer, qui est un financier qui a créé une fondation et qui est très investi dans les questions de redistribution, viendra nous dire aussi comment il agit dans ce domaine. Voilà, donc l'actualité est riche, l'agenda aussi et l'invitation à agir encore plus. On vous souhaite, Madame Berthet, un week-end studieux. Je le sais, là, et Gérard, de nous retrouver dans vos travaux pour échanger, nous l'espérons. Et merci à tous les participants d'avoir suivi ce webinaire d'échange. À très bientôt et merci. Vous recevrez les documents aussi à la suite. Au revoir et merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.